Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui deux auteurs, Gila Lustiger qui est allemande et Kadi, franco-sénégalaise. Nos deux auteurs sont venus en Gironde 2 semaines rencontrer des collégiens, parler citoyenneté européenne, préjugés. Et ce soir, après avoir rencontré 13 classes de collégiens, elles n'ont pas forcément envie de répéter la même chose. Donc on va leur faire confiance et puis les laisser parler comme elles en ont envie. Et je sais que Gila avait envie de nous parler de son livre fétiche. Alors Gila, à toi, parlez-nous un peu de tes lectures favorites. Alors j'ai essayé, bonjour ou bonsoir, d'abord, j'ai essayé, je lis presque tous les étés un Tolstoï. Tantôt c'est Anna Karenina, tantôt c'est La Guerre épée. La Guerre épée, on dit ? Guerre épée. Guerre épée. Guerre épée est effectivement un de mes livres fétiches. Je trouve la façon d'écrire peut-être ? D'écrire de Tolstoï admirable. Je lis à chaque fois pour pouvoir piquer, par exemple, comment il construit des dialogues, comment il passe d'un dialogue à une description, des choses très techniques qu'il maîtrise à merveille. Il peut tenir un roman qui est quand même un roman avec plus que trentaine de personnages et donner à chaque personnage sa place d'une main légère. Je ne parle pas de son style, mais seulement de sa virtuosité. D'autres auteurs écrivent des kammermusik, lui il arrive à faire de la symphonie. Donc j'essaie de lire à chaque fois pour apprendre, et à chaque fois l'histoire me happe et je suis une lectrice de la première fois, je suis émerveillée par les descriptions et par sa virtuosité et par son style et surtout par son humanité. Et il y a une scène qui me éblouit particulièrement, c'est une scène de guerre, c'est une scène où l'héros de Guerre épée va dans une guerre napoléonienne. Ça commence en polyphonie, vous avez donc tout le bataillon qui part, donc il y a une centaine de personnes qui partent. Ça se termine, il est blessé, donc ça se réduit donc d'une centaine de soldats à un personnage, l'héros, qui tombe en arrière, qui pense qu'il est mourant. Il ouvre les yeux et il regarde le ciel. Et dans le ciel, il voit les étoiles, il voit l'infinité de ciel et il comprend qu'il fait un avec l'espace. Et ce passage de plein de gens, un destin et l'infinité qu'il décrit d'une façon admirable. Ça veut dire, c'est une expérience qu'on en a fait à peu près tous dans notre vie, qu'on est un avec ce qui nous entoure. Mais Tolstoï arrive à décrire ça. Je suis à chaque fois, quand je lis ça, carrément sur les genoux. C'est à couper de souffle. Et tu décrivais ce matin ta façon de faire, toi, en tant qu'écrivain, cette façon que tu as de prendre un crayon, un cahier et d'aller observer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur Oui, moi je dis, parce qu'on réduit un écrivain à son style. Et style, moi je dirais son souffle. Donc avec le souffle avec lequel il écrit et avec la musique qu'il a dans l'oreille. Mais avant ça, pour moi, un écrivain, mais c'est parce que je suis vraiment un écrivain allemand, donc je dirais plutôt, je suis un écrivain qui écrit des symphonies. J'écris pas avec une voix, j'écris avec plusieurs voix. Dans tous mes livres, il y a plusieurs personnages qui ont plusieurs voix. Donc, je dirais que pour moi, plus important encore, ou aussi important que la voix ou le souffle, est l'œil et l'oreille. Donc l'œil, parce qu'il faut d'abord voir, et voir précisément, exactement ce qu'on décrit, et l'oreille, parce que si on veut décrire comme moi une œuvre polyphone, ça veut dire avec plusieurs voix, il faut écouter autre voix que la sienne. Et j'essaie d'intégrer dans mes romans toujours plein d'autres voix, plein d'autres façons de parler, plein d'autres façons de penser, et ça, on ne peut pas les inventer, il faut les écouter. Donc moi, mon exercice de style est que je
que je m'assois dans un café avec un carnet, et que je note, je regarde, j'écoute, je note. Et, notre émission s'appelle D'ici et d'ailleurs. Et alors, toi qui es allemande, est-ce que quand tu notes, par exemple, si tu es à Hambourg ou à Berlin ou à Francfort, est-ce que tu vas ressentir, puisque tu nous parles de musique aussi, est-ce que tu vas ressentir les choses différemment? En Allemagne, je note des mots. Je suis folle des mots là-bas qui, ici, comme j'écris en allemand, donc ici, ça me dit rien. Donc en Allemagne, j'ai note des mots et comme je vis pas en Allemagne, mais je suis très très souvent, j'ai remarque évidemment plus que les autres des tics linguistiques de mon époque et des mots à la mode. Et il y a tous les quelques mois un nouveau mot qui est à la mode en Allemagne et qui décrit finalement une réalité allemande. Par exemple, ça veut rien dire peut-être pour des gens ici, mais un des mots qui était très à la mode encore récemment, c'est Willkommenskultur, la culture de bienvenue, et c'était évidemment un mot à la mode à cause des réfugiés. Mais ici, à cause de l'accueil des réfugiés en Allemagne. Mais ici, dans les cafés, quand je m'assois en espion, je note surtout la façon dont les gens parlent un avec l'autre et qui sont habillés. Et je remarquais, ça je trouve ça étonnant, je remarquais ça partout, un petit peu dans le monde, que la plupart des gens, quand ils décrivent quelque chose qui est important pour eux, qui sont amoureux, qui ont un chagrin d'amour, naissance, quelque chose qui les a marqués, ils utilisent très souvent les mêmes mots et phrases, ils sont à court de mots. Donc ils se disent c'était 3 petits points. Et après ils disent fantastique, extraordinaire, génial, super. Mais ils n'arrivent pas à décrire ça et ça, c'est notre job d'écrivain. Alors et toi, Kadi, on a parlé du livre fétiche de Gila. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ton côté comment tu vois les choses? Si j'ai un livre fétiche ou pas? Par exemple? Après avoir dit bonjour à tout le monde et d'avoir espéré surtout, vu mes origines sénégalaises, vous avoir apporté le soleil parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Donc j'aimerais aussi vous apporter ma voix de sénégalaise, donc chaude, je l'espère bien, pour entrer dans vos cœurs, entrer dans vos vies et puis vous raconter un peu quelques bribes de ma vie à moi. Donc un livre fétiche, non, je n'en ai pas, mais moi j'aime tous les livres en fait que je lis et qui m'apportent la sensation d'avoir été invité à partager l'histoire racontée dans le livre. Donc les livres que je lis, les situations que je découvre dans les livres, s'ils me parlent et font naître en moi ne serait-ce qu'un petit sentiment d'amour, de haine, de mépris, quelle que soit la nature du sentiment, dès l'instant où je ressens quelque chose, ce livre devient un livre fétiche pour moi. Et il y a certains qui m'ont touché plus que d'autres, comme Nos barbares de Jan Kefelec, que j'ai lu adolescente, il y a très très longtemps, que j'avais reçu parce que j'avais gagné un concours général de latin dans le lycée de jeunes filles où j'étudiais à Dakar. Et c'est comme ça que j'avais d'ailleurs découvert Jan Kefelec, que je ne connaissais pas du tout. Et je me souviens que Nos barbares m'avait emporté dans un univers que je n'avais pas bien compris au départ, puisque j'étais adolescente. Et quand j'ai relu le livre et que j'ai saisi donc, tout ce qui était dit dans le livre, c'est vrai que je me suis retrouvée à la place donc, du personnage principal. Je me suis posé des questions par rapport à ce que la personne avait vécu, en me demandant surtout ce qui aurait pu être ma vie si jamais ce qui lui était arrivé m'était arrivé à moi. Et c'est vrai que ça a créé un tourbillon d'émotions en moi qui ont fait que quand j'ai rencontré beaucoup plus tard Jan Kefelec, quand je suis devenu moi-même écrivain, j'étais très ému de pouvoir lui dire qu'il a joué un rôle dans mon adolescence et une partie de ma vie adulte. Lui, son livre n'est pas mon livre fétiche, mais lui, l'auteur, est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie de lectrice. Alors toi aussi, Kadi, tu vis à Paris ou à côté. Est-ce que, comme Gila parlait de tic de langage, alors elle parlait de l'Allemagne, est-ce que toi tu remarques la même chose chez nous ici? Ce qu'il faut dire, c'est que chez vous ici, c'est aussi chez moi. Chez toi, bien sûr. Mais bien sûr, depuis le temps que j'y vis. Bien sûr. Je me suis approprié l'espace, je me suis approprié
le tic du pays. Donc moi-même je l'ai. Le tic français, c'est quoi? C'est selon la région où on se trouve. Chaque région en France a ses propres tics. Et moi j'ai vécu très longtemps à Paris. Aujourd'hui je suis en Picardie, les Hauts-de-France. Et dans cette région où je vis, qui est le Plessis-Belleville, ce qui est un tic aujourd'hui, il est au niveau national et même mondial, parce que c'est le fait de typer. Ça, j'ai remarqué que les gens typaient beaucoup dans ma région. Et ça a amusé d'ailleurs d'entendre typer, parce que vu la population qu'il y a sur place, donc beaucoup de Français entre guillemets de souche, et d'autres Français comme moi qui ont des origines étrangères. Et nous, le type, ça a toujours existé dans notre culture sénégalaise. Et quand j'entends des gens typer, je leur demande si c'est un type de bonheur, si c'est un type d'amusement, un type de colère, de mépris, etc. Ou si même s'ils ont typé parce que ce qu'ils viennent d'entendre leur paraît un mensonge ou pas. Parce qu'il y a tous ces types-là au Sénégal. Et quand je les entends typer, j'ai envie de m'approcher d'eux pour qu'on puisse partager le type. Et je suis sûr que dans le Sud, il y a d'autres tics de langage, comme les onomatopées par exemple, les pardis, les peu chers. Ça a toujours existé peut-être, mais bon, d'une région à l'autre, on trouvera autre chose. Et quand vous parcourez le monde, puisque toutes les deux, vous êtes souvent invitées dans des festivals, des salons du livre, etc., est-ce que vous avez des souvenirs à nous faire partager, des choses qui vous ont ou ému, ou fait beaucoup rire, ça fait du bien aussi. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux bien parler de mes voyages. En général, mes voyages m'apportent beaucoup de choses positives plutôt dans la mesure où, quand je vais quelque part, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir la capitale du pays. Parce que pratiquement toutes les capitales du monde se ressemblent plus ou moins. Donc c'est quoi? Des mosaïques de peuples venus de partout s'installer quelque part, qui partagent, disons, la même notion du monde, qui est cette notion globalisée, qui veut que chacun ressemble à chacun dans les capitales modernes. Moi, ce que je recherche, c'est surtout être avec les populations sur place qui sont en contact direct avec la nature, avec par exemple le ciel, la terre, les animaux qui savent par exemple lire dans le ciel, savoir s'il va pleuvoir ou pas parce que le ciel est couvert, mais juste parce qu'il y a une étoile qui se meut d'une certaine façon, et ils peuvent deviner si le lendemain il va pleuvoir ou pas, s'ils vont avoir une sécheresse ou pas. Et j'aime apprendre, vous savez, coucher à la pleine lune, et puis apprendre avec les femmes des villages que je visite, donc les signes que donne le ciel à travers les messages qui sont adressés par les étoiles. J'aime aussi me contenter, en fait, apprendre à me contenter du peu que j'ai dans ces villages-là, parce que je me rends compte que en ville et là où j'habite, donc en France, j'ai un confort moderne. J'ai une voiture, j'ai un réfrigérateur, une télé, j'ai une maison, j'ai un jardin. Et l'eau courante? L'eau courante, et il m'arrive quand même de me sentir très mal, de déprimer, de me dire non, c'est pas normal, ma vie n'est pas complète, il me manque ceci, cela. Et quand j'arrive dans ces zones rurales, et que je me rends compte que c'est des endroits où quelquefois il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, et pourtant les gens rigolent, les gens vivent. Ils n'existent pas, ils vivent, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. Et ils se parlent, ils ont une sorte de solidarité qu'ils tiennent le coup, même s'ils ne le vivent pas comme un coup. C'est moi qui traduis donc leur manque comme un coup de la vie. Parce que j'arrive à comparer à un autre mode de vie que j'ai vu ailleurs. Donc un confort donc qui m'empêche, par exemple, d'aller chercher de l'eau à 10 000 km, 1000 km ou même peut-être plus quelquefois. Et je vois ces personnes heureuses, j'ai envie d'être heureuse comme elles. Mais ma joie s'arrête, mon bonheur s'arrête quand je reviens dans le monde moderne. Donc ces gens-là m'apprennent aussi à accepter la vie telle qu'elle est et pas à me contenter du peu que j'ai, parce que bon, je suis une battante. Je travaille, j'ai la chance de travailler, d'être libre, de vivre aussi dans un pays libre qui me permet de vouloir quelque chose et de tout faire pour l'acquérir. Mais elles me permettent en fait pas de relativiser non plus, parce que je n'aime pas ce mot, mais elles me permettent d'apprécier la vie que j'ai, voilà, d'apprécier la vie que j'ai et surtout de la partager avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir ce que j'ai, que je considère comme un minimum et qui peut paraître comme un maximum pour quelqu'un d'autre. Il suffit d'être d'une part et d'autre
pour qu'on n'ait pas la même conception de ce que moi je peux avoir ou pas. Nous allons faire une petite pause musicale et tu as choisi de nous faire écouter Baba Maal. Le titre de la chanson s'appelle Bayou. Waylolo kecengel calinogel miñende alla tureba hananya bobo bobo ma tanya bobo nya badam yarama 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 bayo bayo bayo. Vous êtes sur Radio CHU et nous venons d'écouter Baba Maal avec le titre Bayo, conseillé par Kadi. Alors toi, Gila, parle-nous aussi de tes voyages, de l'international. Comment tu vis en tant qu'écrivain ? Alors moi, je suis ce qu'on appelle en allemand Stubenhocker. En français, on dit casanière. Casanière ? Oui. Casanière. J'aime pas du tout voyager. Mais tu es toujours parti. C'est ça. Quand je reçois une invitation, normalement c'est 6 mois avant de voyager, je me dis, chouette, ça va me faire une occasion de sortir de chez moi. Si je pourrais, je me réduisais à ma chambre, je mettrais dans ma chambre mon frigo, mon lit, ma bibliothèque, peut-être pas la salle de bain, mais mes amis et tout ça, j'aime pas du tout sortir. Donc je dis oui, parce que ça me donne une occasion de partir. Quand 1 jour, 2 jours avant, je commence à râler. Donc je commence à râler, à me lamenter. Mes amis et ma famille n'en peuvent plus de moi parce que je râle et je me lamente tout le temps de mes voyages et je voyage vraiment beaucoup. Et je suis dans le même état d'esprit arrivé. Et là, jusqu'à maintenant, se passe un truc magique. Donc j'arrive avec toutes les a priori possibles et pas possibles à mon voyage. Et puis, on rencontre avec les gens, la magie se passe et je suis contente. Donc, je sais pourquoi j'accepte. J'accepte finalement pour les rencontres. Par exemple, là, j'ai rencontré Kadi. Toi, Maryse, il y a toujours quelque chose qui se passe au niveau humain. Je suis évidemment aussi sensible comme elle à la beauté et à la nouveauté et à la nature. Par exemple, là, j'ai été obsédée, j'aime beaucoup le vin et Bordeaux et tout particulièrement le Pomerol. Et quand j'ai accepté, je me suis dit, je vais aussi acheter du vin et voir des vignes et ça fait aussi partie de mon plaisir. Mais ce qui s'est passé ici, surtout à cette rencontre ici, c'est la rencontre avec vous, 3, et la rencontre avec des lycéens. C'était pour moi une chance de découvrir des collégiens français, de savoir comment ils vivent, de aussi voir la détresse sociale, parce qu'on a aussi vu, mais aussi de voir des instituts très 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 courageux qui font un travail extraordinaire. Et aussi voir des enfants qui ont des aspirations et qui ont des désirs. Et aujourd'hui, on était dans une classe, dans 2 classes, avec les enfants ce matin, qui avaient déjà tous des idées sur ce qu'ils veulent faire, qui étaient généreux, qui étaient curieux, et particulièrement un môme. Dans chaque classe, on a toujours 1 ou 2 enfants qui sont brillantissimes et qui me bouleversent. Et là, ce matin, on avait un qui était plus petit que les autres, et on leur a demandé de se présenter, et ce garçon a dit je suis petit, je suis randouillé, et puis après, il a enchaîné, il était ironique face à lui-même, très drôle et brillantissime, et ça, de voir un môme comme ça, c'est extraordinaire.
Ses yeux pétillent d'intelligence, c'est vrai. Et alors, elle n'a pas tout dit puisqu'elle a parlé du vin de Pomerol, mais elle est aussi gourmande de tout. Alors, il est tradition dans cette émission de parler un petit peu cuisine étrangère, internationale. Alors, toi qui es allemande, donne-nous une ou deux idées de ce que tu aimes le plus en Allemagne à déguster. Alors, j'aime ça, une ou deux idées, c'est impossible parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment manger. Mais je peux vous parler d'un plat qui figure presque partout dans mes livres, c'est le gâteau, le strudel de ma grand-mère. Ma grand-mère était une cuisinière hors pair de Mitteleuropa, donc de l'Allemagne, de l'Europe centrale. Elle faisait un Apfelstrudel, un strudel de pommes, avec une pâte très, très, très feuilletée, très fine. La pâte feuilletée fine de l'Empire autrichien, parce qu'elle n'était pas autrichienne. On dit qu'il faut pouvoir lire le journal en dessous de la pâte feuilletée, et c'est ça l'épaisseur de la pâte. C'est comme ça que ça se fait. Et ma grand-mère avait un secret pour ce strudel-là, parce que c'était très, très moelleux. Et elle faisait ce strudel très, très bien, et aussi un gâteau de fromage. Et je voyage vraiment beaucoup. J'ai essayé de trouver ce goût de Apfelstrudel et de gâteau au fromage de ma grand-mère, qui était donc une juive galicienne de la Galicie, une recette juive de la Galicie. J'ai jamais trouvé. Et j'ai une petite anecdote. J'ai fait une lecture dans ma ville natale, Francfort, chez les dames de la Witzo. Witzo, c'est la bienfaisance juive. Ils savaient mon obsession pour le gâteau au fromage. Et j'arrive à cette lecture et toutes les dames, il y avait une quarantaine de dames, on savait que je cherche encore le goût de gâteau de fromage et de strudel de ma grand-mère. Elles m'ont fait ces gâteaux-là, chacun à sa façon. C'était évidemment pas le gâteau de ma grand-mère, mais ça, je trouvais ça très très charmant et attachant d'être présenté devant à peu près 30 gâteaux au fromage. J'ai été obligée de goûter. Les 30 gâteaux. Oui. Et toi, Kadi, alors toi qui es à la fois française et sénégalaise, donne-nous un de tes grands souvenirs culinaires. Moi, en fait, j'ai un rapport à la nourriture qui est assez spécial. Parce que c'est vrai que je mange quand j'ai faim, mais quand je ne vais pas bien, parce que moi je ne suis pas du genre matin, midi et soir, sauf si je suis dans des rencontres et que tout le monde va manger à midi, donc je mange à midi. Tout le monde va dîner, je vais dîner. Mais quand je suis chez moi, je mange quand j'ai faim. Ça peut être à midi, ça peut être à 13h ou à 20h. Je mange quand j'ai faim et puis basta. Mais par contre, il y a une forme d'auto, j'allais dire médication, mais presque, qui consiste à me faire un plat sénégalais, donc qui est à base de riz, comme pratiquement tous les plats sénégalais, qui s'appelle le mbahal, qui est fait avec du poisson, donc aussi bien du poisson frais, donc farci avec du persil, de l'ail, du piment, du sel et de l'oignon vert, et aussi fait avec des légumes, donc toutes sortes de légumes, avec du tamarin à cuisiner, avec des feuilles d'hibiscus qui vertes, qui ont un goût amer. Et quand je vais pas bien et que je cuisine ce plat chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir un marché africain à Paris, donc je vais faire mes courses, on y trouve tout, hein. Donc j'y vais pour faire mes courses, je prépare ce plat-là, je me mets en mode Sénégal. En mode Sénégal, ça veut dire que je me mets en pagne, je mets une camisole dessus, je m'attache les cheveux avec un foulard et je mange par terre dans un bol avec la main. Comme au Sénégal. Voilà, comme au Sénégal. Et je mets à la télé, je mets un DVD donc, qui raconte le Sénégal, où je mets une des chaînes du bouquet Sénégal que je paye par abonnement. Et ça me requinque, c'est extraordinaire. Oui, je sors de cette situation, je suis requinqué et je peux faire tout ce que je veux après. Et Kadi, j'ai une question pour toi. Et quand tu es au Sénégal, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire? Tu manges un plat sénégalais ou français? Alors, ça dépend. Quand je mange dans ma famille ou chez mes amis, je mange des plats sénégalais. Mais en général, le soir, il m'arrive justement d'avoir cette déprime dont je viens de parler quand je suis en France, qui me fait manger sénégalais. Mais quand je suis au Sénégal et que j'ai cette déprime
française, là j'ai envie de manger un steak frites. C'est marrant parce que j'ai 2 pays et le reste du monde. Voilà. Mais il nous reste à vous remercier, Gila Lustiger et Kadi Anne, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et on va se quitter en écoutant le morceau choisi par Gila, qui est celui chanté par Natacha Atlas et qui s'appelle Mon ami la rose. Voilà, amis auditeurs, à bientôt pour une nouvelle aventure. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse.